n'est pas question de multiplier les identifiants et les mots de passe, mais bien d'avoir une seule identité avec une identification unique. Ce défi technique, c'est notre quotidien chez Med6. Est-ce que la gestion des identités, c'est quelque chose qui te parle ? C'est la manière dont on est présent sur le net et notre gestion des mots de passe qui peuvent être compromises, hein, la fraude aux mots de passe. Donc c'est parce qu'on voulait te parler de la cybersécurité. Et donc il y a Laurent Caillatte de la société Med6 qui va nous parler cybersécurité. Donc c'est parti pour la chronique cybersécu de Laurent de Med6. Hey, salut Vincent! Un grand merci à toi pour cette invitation. C'est vraiment un honneur de participer au Tech Show à tes côtés. Lors du dernier épisode, nous avions parlé de M&A et d'IT. C'était un sujet intéressant, mais l'un me paraissait très pertinent et j'ai donc souhaité le développer aujourd'hui. Je vais vous parler de l'importance de la gestion des identités et des accès dans le monde de l'entreprise. Ce sujet de cybersécurité est très important. Et beaucoup de compromissions et d'attaques arrivent dans les entreprises où les collaborateurs ne sont pas sensibles. Avant tout, c'est quoi la gestion des identités? C'est un ensemble de processus qui sont mis en œuvre par les entreprises pour gérer les habilitations des utilisateurs à leurs systèmes d'information ou à leurs applications. Il s'agit de gérer qui a accès à quelle information à travers le temps. Cela implique donc d'administrer la création, la modification et l'ensemble des droits d'accès de chaque identité numérique qui interagissent avec les ressources de l'entreprise. Pour commencer, il faut parler d'identification et de comment on identifie un collaborateur. Cette étape initie la relation entre l'utilisateur et les ressources informationnelles du système. Elle permet de lui attribuer un ensemble de paramètres qui le caractérisent de façon unique, rassemblés sur sa fiche d'identité. C'est propre à chaque utilisateur et ça comporte également les droits d'accès qui lui seront associés. Ensuite, il faut assurer l'authentification. Une fois qu'une identité a été associée à l'utilisateur, il est nécessaire de vérifier afin qu'on puisse confirmer son individualité. L'authentification prend généralement la forme d'un couple identifiant, mot de passe, et permet de créer une session entre l'utilisateur et le système. L'authentification des utilisateurs prend de plus en plus d'importance en gestion des identités et des accès afin de limiter les fraudes. Nous voyons de plus en plus de systèmes d'authentification à plusieurs facteurs. Mot de passe plus code reçu par SMS, mot de passe plus token USB. Nos banques ont l'habitude de mettre ça en place et on a l'habitude de l'utiliser. L'identification et l'authentification permettent donc d'empêcher les intrusions potentielles et de sécuriser vos données et vos applications. Enfin, il reste un dernier point, l'autorisation. Après l'authentification et avant l'accès de l'utilisateur à la ressource technique, il est nécessaire de vérifier son droit à y accéder. En général, les types d'accès sont la consultation, la modification, la suppression d'une donnée ou l'exécution d'un programme ou son administration. Toutes ces informations techniques sont stockées dans un annuaire central très standardisé que toutes les entreprises ont obligatoirement. L'usage des services cloud complexifie encore plus cette gestion puisque l'identité d'un utilisateur doit également fonctionner au sein de l'entreprise mais également fonctionner dans les systèmes type Microsoft 365, Azure, AWS, Google ou encore Salesforce. Il n'est pas question de multiplier les identifiants et les mots de passe, mais bien d'avoir une seule identité avec une identification unique. Ce défi technique, c'est notre quotidien chez Med6. Nous accompagnons de nombreux clients dans la mise en place de leur stratégie de gestion des identités et des accès. Si vous souhaitez être contacté par un expert ou si vous souhaitez échanger avec nous, vous savez quoi faire. Encore une fois, j'espère ne pas avoir été trop technique, mais gardez bien en tête l'importance de votre identifiant et de votre mot de passe. On arrête les post-it, on arrête les combinaisons triviales et surtout, on n'utilise pas le même mot de passe dans son entreprise que sur les sites internet. Soyez imaginatifs, les cyberattaquants le sont d'autant plus. À bientôt et merci Vincent. Merci beaucoup Laurent. Laureline, est-ce que la cybersécurité c'est une problématique chez vous et la gestion des mots de passe, alors tant en interne dans votre entreprise, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup de fraude, de vol de comptes Uber et d'utilisation du coup de comptes de tiers? Bah oui, la sécurité c'est extrêmement important et je pense là notamment, alors il n'y a pas que cette dimension-là, on peut penser aux passagers, je pense là en l'occurrence aux chauffeurs, et effectivement la protection de leur compte, le fait que leur compte ne puisse pas être hacké finalement pour préserver leurs revenus, ils gagnent quand même leur vie ou en partie grâce à Uber. Donc la sécurité autour de la gestion des comptes des chauffeurs notamment est extrêmement importante, mais c'est pas la seule dimension, il y a la protection de leurs comptes, mais il y a aussi par exemple on a un certain nombre d'informations personnelles de la part des chauffeurs ou de la part des passagers, et donc qui dans l'entreprise est habilité à avoir accès à ces données-là, donc la notion d'accès et de vérification de quels sont les droits de chaque utilisateur dans l'entreprise sont des processus qui sont gérés de manière très resserrée chez nous et de manière très stricte. La sécurité pendant les trajets, dans les voitures, c'est aussi une problématique pour vous? C'est plus qu'un devoir pour nous, c'est même une raison de nous choisir pour nos clients. Et donc on fait énormément de choses. Et on ne soupçonne pas toujours, mais la technologie
peut vraiment aider en fait en matière de sécurité. Par exemple, sur l'application Uber, quand on détecte un arrêt anormalement long sur un trajet, on est capable en fait, on va déclencher immédiatement un message vers le passager en lui demandant si tout va bien. Par exemple, quand vous commencez une course, vous avez aussi la possibilité de enclencher une fonctionnalité pour partager en direct votre trajet avec une autre personne de votre entourage que vous aurez choisi. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire par la technologie, mais au-delà de ça, il y a aussi des humains, tout le support client. On a travaillé avec des associations, par exemple, pour quand il y a des problèmes de sécurité, notamment des problèmes d'agression. C'est rare, mais ça peut arriver. Nos personnels ont été formés pour pouvoir recueillir la parole d'une personne qui serait un petit peu choquée par ce qui vient de lui arriver. Donc autant dans l'accueil humain d'un éventuel problème que dans toute la prévention qu'on peut faire grâce à la technologie, c'est vraiment un sujet central pour nous. Et depuis toujours, parce qu'on a commencé il y a quelques années, depuis le début, on suit évidemment en direct le trajet, et quand il y a un écart au trajet, on peut être alerté. On avait dès 2016 mis en place l'anonymisation des numéros de téléphone, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on a progressé, on progresse chaque année. Parce qu'avant ça, les chauffeurs avaient accès au numéro du passager? Avant 2016, oui, c'était possible, et on a anonymisé justement pour des raisons de sécurité. C'est un numéro générique. Exactement. Et de la même manière, le passager n'a pas accès non plus. Tout à fait, le chauffeur, c'est quand on essaye, à chaque fois qu'on pose une intention comme ça en matière de sécurité, pour moi il est extrêmement important qu'elle soit dans les deux sens et que les mêmes règles s'appliquent pour le chauffeur et pour le passager. Et par exemple, dans des cas je vais prendre un cas extrême, mais s'il y a une altercation ou quelque chose comme ça, on aura le même traitement pour le chauffeur et pour le passager. D'ailleurs, c'est vrai que dans cette notion-là d'équité, de réciprocité, c'est également sur la note, puisque le chauffeur est noté et le client est également noté. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où on note le client, ou est-ce que c'est une exclusivité Uber? J'ai pas fait une étude approfondie, mais en tout cas, c'est vrai que c'est comme ça depuis le début chez Uber et c'est important. D'accord. Et à partir de quelle note est-ce qu'un client risque de ne pas trouver de chauffeur? Ah, alors ça dépend beaucoup des chauffeurs. Les chauffeurs ont la liberté totale d'accepter leur course ou pas. Et la notation du passager est un élément, mais il y a des tas d'autres choses. D'où part la course, dans quelle direction elle va, est-ce que ça les arrange, est-ce que c'est le secteur vers lequel ils ont envie de se diriger à ce moment-là. Il peut y avoir plein de critères qui peuvent les amener à choisir ou à refuser une course.